tout le monde arrive petit à petit. Je vous remercie les uns les autres pour votre présence. Je signale à ceux qui suivent donc cette table ronde qui va conclure cette convention régionale dématérialisée un peu innovante étant donné le contexte sanitaire que nous avons souhaité maintenir dans cette format dématérialisé malgré le contexte sanitaire parce que nous pensons qu'il y a des temps de débat et de dialogue qui doivent se construire. Donc, nous avons travaillé toute la matinée au sein, avec un certain nombre de militants modem, mais aussi d'acteurs extérieurs autour d'une large problématique, un fil rouge que nous avons donné à cette journée, que je redis ici en introduction de cette dernière table ronde: souffrance sociale, fragilité économique, urgence écologique. Face au risque de morcellement de la société et au-delà de la crise sanitaire, quelle stratégie pour construire la confiance et concilier durablement les aspirations de nos territoires et de ceux qui y vivent? On a eu il y a environ 4 heures de débat qui ont été plus d'ailleurs longues que ce qui était prévu, qui fait que les deux tables rondes se croisent de façon assez dense. Si vous pouvez nous confirmer, pour ceux qui sont sur le chat Facebook, que vous nous entendez bien, ce sera agréable. Donc ici, là, pour cette dernière table sur laquelle nous avons invité d'abord un certain nombre de nos responsables nationaux, au premier chef duquel Jean-Noël Barrot, donc député des Yvelines, secrétaire général du mouvement démocrate, qu'on connaît bien en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il est né, il a grandi, il a évolué beaucoup dans cette belle région en Haute-Loire, et nous sommes toujours ravis d'accueillir Jean-Noël, même si c'est sous format dématérialisé aujourd'hui. Nous aurons une autre altiligérienne qui est Cécile Gallien, maire de Voré, membre du bureau national de l'Association des maires de France et membre du bureau exécutif de La République En Marche, dont elle est référente d'ailleurs en Haute-Loire. Encore une altiligérienne, ça nous fait beaucoup de points communs et je la salue et je la remercie pour sa présence. Aussi Bernard Fialer, qui est sénateur du Rhône, membre du bureau national du mouvement radical social libéral, et Patrick Mignola aussi pour le groupe Modem, qui va nous rejoindre en cours de route si tout se passe bien, qui est président du groupe Modem et démocrate apparenté à l'Assemblée nationale, vice-président national du Modem et savoyard. Et je termine par celui qui nous fera le plaisir de commencer cela et dont je remercie de la présence parce que je sais que c'est compliqué en ce moment avec toute l'actualité nationale, qu'elle soit législative au travers du travail sur le projet de loi des finances, sur lequel travaille beaucoup aussi, bien entendu, Jean-Noël, d'être ici présent, à savoir Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics et qui est aussi cofondateur de Territoire de Progrès, un régional, un de nos ministres régionaux de l'étape, puisqu'il a été pendant longtemps maire d'Annonay. Nous sommes toujours avec grand plaisir de pouvoir l'entendre dans notre région et je te remercie, Olivier, pour ta parole. La question de cette dernière table, disons plus politique, bien entendu, que celle que nous avons eue, eh bien, c'est de dire, dans cette belle région, la deuxième grande région de France, comment est-ce qu'on peut élaborer un dialogue, un travail de projet, de rassemblement qui nous permette de construire une offre qui permette, là où peut-être sur notre droite, nous avons une offre qui cherche à opposer les territoires les uns aux autres, les territoires ruraux aux urbains et parfois les populations les unes aux autres. De la même manière, sur une partie du champ politique à gauche et dans l'extrême gauche, des personnes qui, là encore, ne cherchent pas forcément à concilier les aspirations des urbains et des ruraux, mais aussi de l'ensemble des citoyens. Comment nous pouvons dialoguer, œuvrer ensemble pour construire un vrai projet d'intérêt régional. Sur quelle base faut-il le construire? Est-ce qu'elles soient des bases de projet ou des bases, bien entendu, de construction collective et humaine? C'était pour pouvoir s'interpeller légitimement sur ce sujet, là où on a pu constater de ci, de là, dans l'espace politique régional, parfois un morcellement de l'espace central, parce que parfois, nous n'avons pas tous abordé les échéances municipales ou territoriales de la même manière, avec les mêmes logiques, avec les mêmes dynamiques, que parfois il y a pu y avoir des incompréhensions
ou des divergences de point de vue, et il faut les assumer parfois. Marc Fesneau le rappelait souvent, il n'y a pas drame à pouvoir avoir des analyses différentes. Au contraire, nous avions vu pendant la campagne Renaissance à laquelle les différents mouvements ici représentés avaient participé des européennes, comment de cette diversité de sensibilités pouvait naître un enrichissement et une dynamique commune. Alors voilà, aujourd'hui, nous, c'était un peu un acte. On voulait poser un acte aussi dans ce dialogue avec vous et entre nous au terme de cette convention pour que nous ayons ce dialogue. Monsieur le ministre, cher Olivier, en tout bientôt d'honneur, je vais te donner la parole pour un propos liminaire et je laisserai Jean-Noël Barrot intervenir dans la foulée de ta prise de parole. Bonjour, bonjour François-Xavier, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de cette initiative. Je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous par le Facebook Live pour de pouvoir saluer Cécile, évidemment, Jean-Noël, avec qui nous étions encore tard hier soir dans l'hémicycle pour discuter du budget. Et on aura l'occasion de nous y retrouver à nouveau lundi soir et puis le reste des semaines qui viennent. Salut aussi Bernard et puis Patrick avec un petit peu d'avance. Moi, je vais être très bref en fin de compte, puisque dans la période qui s'ouvre et pour laisser place aux échanges, je pense qu'il y a 3 points sur lesquels j'aurais voulu insister en introduction. Et peut-être un 4e par lequel je commence, qui est un point de forme, puisque tu l'as dit, François-Xavier, la période est compliquée. Elle est parfois plus qu'on l'imagine dans des délais assez brefs. Et mon agenda de l'après-midi a été bien modifié par des tas de raisons qui font que je devrais vous quitter vers 14h30, 14h45, vraiment un grand max, pour rejoindre une autre réunion. La question de l'alliance et la question du projet, en tout cas de l'alliance sur un territoire, pour moi, elle s'entend dans la perspective des régionales à 3 points de vue. D'abord, la conviction que c'est en rassemblant les bonnes volontés, et je dis volontairement les bonnes volontés pour commencer, autour d'un projet qui soit celui de la région, qu'il faut pouvoir construire quelque chose. Nous avons finalement une forme de chance dans la période qui s'ouvre, ou d'opportunité plus que de chance. C'est le fait que par le plan de relance, par l'actualité qui s'impose à nous, et je ne parle que des questions économiques, sociales, environnementales, sans même faire référence à l'actualité dramatique d'hier soir, ce sont les compétences des régions qui vont être au cœur de l'actualité et dans un travail à mener. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner la crise en matière de reclassement, de formation, pour donner une chance à celles et ceux dont l'outil de production va être détruit par la crise, dont la survie d'entreprise va être remise en cause. Et ça passe évidemment par la formation continue. Ça passe par l'insertion par l'activité économique. Ça passe par tout ce qui relève des parcours et de l'accompagnement des parcours personnalisés. Et je crois que le bilan de la région actuelle, de la majorité régionale actuelle en l'état et sur ces domaines-là est suffisamment condamnable, critiquable, pour qu'on puisse monter un projet alternatif qui permette à la fois de répondre à une actualité et de valoriser ce que sont les compétences de la région. Et ce que je dis pour la formation et l'insertion est certainement vrai, en tout cas je le crois, pour des questions liées au transport et aux mobilités, et par le transport et les mobilités, pour des questions d'environnement, de transition écologique, d'accompagnement de l'innovation, autant de points qui sont des compétences régionales sur lesquelles nous avons la chance de pouvoir porter un plan de relance qui, en répondant à une crise, permet aussi de nourrir des idées, et avec un président de région qui, jusqu'à présent, n'a jamais joué le jeu du partenariat entre l'État et la région sur ces compétences-là, même si, opportunément, il a signé un ou deux contrats ou une ou deux conventions dans les dernières semaines. La deuxième conviction, et très rapidement, c'est tout simplement de faire ce que l'on dit et de dire ce que l'on fait avec fierté. Je disais il y a un instant, nous débattons d'un PLF qui est un PLF qui nous permet de tenir des engagements sur la relance, je n'y reviens pas, mais aussi de tenir les engagements pris depuis le début du mandat, tant en termes de financement de nos priorités. Là, c'est l'actualité qui m'y fait penser, évidemment, mais les budgets de la défense, de l'intérieur, de la justice connaissent soit les évolutions connues auxquelles nous nous étions engagés, soit des évolutions jamais atteintes. Je pense notamment à la justice avec une hausse inédite. Et dans le même temps, nous ne renonçons pas à plus financer encore la transition, et la transition dans toutes ses formes, avec l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, qui va voir son budget augmenter comme jamais là aussi, et évidemment la transition écologique. On a sur ce budget, et ça fait écho à ce que disait François-Xavier, quelques appréciations qui peuvent être différentes entre le groupe En Marche, les membres du gouvernement, les membres du groupe Modem,
mais je le dis sous le contrôle de Jean-Noël, évidemment, je peux témoigner que les débats sont, je trouve, très constructifs et se font dans la confiance, dans la transparence. Il n'y a pas de surprise. En tout cas, pour ce qui me concerne, dans la fonction qui est la mienne cette semaine et au banc, je n'ai pas de surprise et je sais sur qui je peux compter quand je me retourne. Et le groupe Modem est au premier rang de ceux sur qui je peux compter. Donc, portons ça ensemble, puisque ce que nous faisons ensemble au niveau national, on peut l'assumer localement, on peut le construire. Et enfin, le troisième point, c'est avec qui. Et là aussi, j'ai la conviction que la plus belle campagne que nous ayons faite, malgré les difficultés de mise en œuvre, malgré ce qu'est une campagne en général, c'est celle des élections européennes, avec un profil et un rassemblement dont le profil est assez simple finalement. C'est La République en marche et le Modem, et tous ceux qui veulent se retrouver dans le projet qui est porté. Et à ce titre-là, nos amis d'Agir, nos amis du mouvement radical, toutes celles et ceux que Jean-Yves Le Drian et moi essayons de rassembler dans le territoire de progrès ont vocation à participer à ce rassemblement et ont vocation à le faire. La maison commune, elle a deux piliers, mais elle a aussi plein de pièces, elle a plein de compartiments, plein d'extensions. Et l'essentiel, c'est d'habiter la même maison et de poursuivre le même objectif. Donc, je suis vraiment convaincu que ce rassemblement, en tout cas le périmètre du rassemblement, c'est vraiment le périmètre des européennes, avec toutes celles et ceux qui, parce qu'ils sont progressistes, parce qu'ils se reconnaissent dans la majorité présidentielle, parce qu'ils souhaitent l'élection du président de la République en 2022, partagent des valeurs qui les amènent et qui leur permettent de partager un projet régional. Donc, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est ce à quoi je crois, ce à quoi je vais prendre ma part tout simplement à vos côtés pour que ça puisse être construit. On a une incertitude. Hein. La situation épidémique rend incertaine encore quelques semaines, je crois. En tout cas, je pense. Je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Le calendrier des élections régionales. Mais je pense que peu importe le calendrier, quoi qu'on fasse, il faut que ça aille dans le sens de ce rassemblement et dans le sens de la construction d'un projet. Et si le projet est pour dans 3 mois ou dans 4 mois, nous serons prêts. S'il est pour dans 6 mois ou dans un an, nous serons encore plus prêts parce qu'on aura eu un peu plus de temps pour le préparer. Donc voilà ce que je pouvais et ce que je souhaitais vous dire en tout début, en vous remerciant à nouveau de cette invitation et en vous répétant le plaisir que j'ai à vous retrouver. Merci Olivier, merci Monsieur le ministre. Je évoquais le modèle Renaissance qui nous avait permis de travailler sur un projet européen et ça avait bien été la base de ce rassemblement. C'était bien un rassemblement autour d'un projet et d'ailleurs déjà à l'époque de dépasser le périmètre de ce qui avait été le périmètre de la majorité, je dirais, de 2017 et de construire ces rassemblements. On voit bien dans ce que tu évoques et je suis très sensible. Je te soupçonne de l'avoir dit pour me séduire, mais tu as souligné le rôle de la région sur les problématiques de formation et d'insertion et la nécessité de tenir ses promesses sur le sujet. Tout le monde sait que c'est un des points phares et importants sur lesquels il m'a été amené à prendre, à titre personnel, distance, on va dire, par rapport à ce qui avait pu être aussi des engagements qui avaient été pris en 2015. Jean-Noël, en tant que héritier de ce territoire, je le dirais comme ça, mais aussi et surtout comme notre secrétaire général du mouvement, je te cède la parole. Merci François-Xavier. Je vois que Patrick nous a rejoint, je le salue. Je salue Bernard, Cécile, et puis je rappelle au passage que toi aussi tu as une petite ascendance altiligérienne, François-Xavier, ce qui permet à la Haute-Loire d'être très largement surreprésentée dans cette conférence. Et je vous salue toutes et tous avec un salut amical, un peu fatigué à Olivier, avec lequel, comme il le rappelait à l'instant, nous avons passé une partie de la nuit à discuter de ce plan de relance. Comme député des Yvelines, avant de parler d'Auvergne-Rhône-Alpes, je vais simplement vous dire un mot de ce drame qui a touché, je crois, tous les Français et qui nous touche en tant que démocrate également, parce que c'est évidemment un acte inhumain, d'une violence inouïe et incompréhensible. C'est une violence qui touche un homme qui a consacré sa vie au service des autres, au service de la transmission et de la transmission des valeurs de la République. Et c'est évidemment une atteinte, une tentative d'intimidation, une attaque sur l'un des piliers de notre pacte républicain, qui est la laïcité, la liberté de croire ou ne pas croire.
Et ce qui s'est passé évidemment ce matin, je crois que ça plonge l'ensemble du pays dans une très profonde émotion et qu'en tant que responsable politique, nous avons, après ce qui s'est passé, évidemment une responsabilité, la responsabilité de témoigner de notre attachement viscéral à ce principe de laïcité, à cette liberté de croire ou de ne pas croire, qui est une spécificité de la France, une spécificité de l'Europe, mais c'est un trésor que nous devons défendre quoi qu'il en coûte. Nous avons la responsabilité, chacun à notre place, de lutter sans concession contre toutes les atteintes faites à la laïcité et contre le terrorisme islamiste. Et puis agir autant que nous le pourrons, et nous aurons l'occasion avec le gouvernement de réfléchir autour du projet de loi sur la laïcité et les séparatismes pour refaire le ciment républicain, parce que nous ne pouvons évidemment nous satisfaire de cette situation où régulièrement des représentants de l'autorité de l'État, des représentants de la République sont pris pour cible par ce terrorisme qui s'abat sur nous depuis quelques années. Ensuite, pour répondre à ta question qui portait sur la réconciliation entre les territoires, je crois qu'effectivement le thème est très bien choisi, parce que cette divergence de trajectoire, cette divergence de perspectives qu'ont pu avoir certaines formations politiques sur les territoires, nous pouvons lui opposer un projet, une alternative qui me paraît aller dans le bon sens. Nous avons été pris de court par la crise du Covid, évidemment, mais quelques mois avant la crise du Covid, nous avons été pris de court par la crise des Gilets jaunes, parce que nous avons réalisé soudainement que certaines dynamiques territoriales nous avaient complètement échappé, et qu'alors que certains territoires, certaines métropoles concentraient de plus en plus de richesses, de plus en plus de population, d'autres territoires, y compris à l'échelle d'une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, étaient en train de s'appauvrir, de se fragiliser et de se précariser. Et d'une certaine manière, la crise des Gilets jaunes a été le cri de colère d'une partie de ces femmes et ces hommes qui n'en pouvaient plus d'être ainsi assignés dans des territoires qui étaient oubliés, alors que d'autres territoires pas si lointains semblaient bénéficier de dynamiques beaucoup plus positives. Et je crois que la région, c'est effectivement un outil d'aménagement du territoire, un outil, si on peut dire, même si le terme n'est pas parfaitement approprié, de péréquation, ou plutôt d'harmonisation, c'est-à-dire de répartition, et de faire en sorte que les richesses des uns puissent profiter aux autres et réciproquement. Et il se trouve qu'au même moment où nous sommes en train de prendre conscience de tout cela, nous sommes aussi en train de prendre conscience que dans des territoires comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, les richesses au sens traditionnel du terme ne sont pas nécessairement les richesses d'aujourd'hui ni les richesses de demain, et que nous avons dans nos territoires ruraux des richesses naturelles, des richesses culturelles, des richesses humaines qui mériteraient évidemment d'être promues, d'être prises en compte, et parce qu'elles participent de la prospérité de tout le bloc régional, et qu'il faut donc sortir d'une logique où les métropoles, en quelque sorte, où les agglomérations concentrent la richesse sans se préoccuper de ce qui se passe dans les territoires qui les environnent, et qui seront à l'avenir, à n'en pas douter, les réservoirs, des réservoirs de biodiversité, des réservoirs où se fera l'alimentation, où se feront un grand nombre des services indispensables au quotidien de nos concitoyens. Et je crois qu'entre une politique de posture qui consiste en quelque sorte à opposer ces territoires et en quelque sorte à choisir son camp, à être le candidat des ruraux et d'un côté, et à être le candidat des métropoles de l'autre, il y a effectivement un espace qui doit être qui peut être le nôtre pour réconcilier ces territoires et en quelque sorte réconcilier les femmes et les hommes qui y vivent. Je crois qu'en matière de réconciliation, il y a aussi quelque chose à trouver, et Olivier en a parlé, de la réconciliation entre l'échelon régional et les autres
échelons avec lesquels la région est amenée à travailler. Olivier a parlé de l'État et je crois qu'effectivement, le plan de relance est une occasion unique de faire en sorte que les différents niveaux de collectivité puissent travailler en harmonie les uns avec les autres, et en particulier la région avec l'État. Le plan de relance que nous discutons, vous le savez, il est assis sur 3 priorités que je crois nous pouvons très largement partager. L'écologie, bien sûr, avec la rénovation énergétique, la décarbonation des transports, la transition agricole pour une alimentation plus saine notamment. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la compétitivité, c'est-à-dire la capacité de nos entreprises à redevenir compétitives, bien sûr, à l'échelle internationale, mais à nos territoires eux-mêmes de devenir attractifs pour mieux répartir l'emploi et les perspectives d'emploi sur le territoire, mais aussi éviter ou ralentir les phénomènes de désindustrialisation et de délocalisation qui sont évidemment des épisodes toujours très douloureux et principalement humainement quand ils se produisent sur nos territoires. Et puis le troisième volet de ce plan de relance, c'est la cohésion. Olivier et Fix en ont parlé, et c'est l'idée que nous ne pouvons pas accepter que la jeunesse, notamment, soit sacrifiée par la crise. Nous avons un plan très ambitieux pour favoriser la formation et l'accès à l'emploi des jeunes. Il y a la jeunesse, bien sûr, et puis il y a évidemment, et je suis sûr que chacun d'entre vous a pu en faire l'expérience depuis le début de la crise, il y a évidemment, avec la crise, un cortège de nouvelles formes de pauvreté et de précarité qui se développent. Je pense aux commerçants, aux indépendants, aux artisans qui, pour la première fois, pointent au RSA. Je pense aux salariés de certains secteurs qui s'inquiètent à juste titre pour les perspectives qui sont les leurs. Je pense en particulier aux salariés de l'aéronautique ou du tourisme. Je pense aux étudiants qui habituellement financent leur logement avec des petits boulots et qui n'en trouvent pas aujourd'hui, et à toutes ces personnes qui se retrouvent, si je puis dire, pour la première fois dans la bascule, ou en tout cas dans la lessiveuse de la précarité. Nous devons là aussi apporter des solutions. Mais je crois que sur ces 3 grands objectifs, écologie, compétitivité et cohésion, il y a quelque chose à développer, un projet régional qui fasse écho. Puis je crois que ce qui doit aussi guider sur le plan des propositions notre action, Olivier l'a dit très rapidement, c'est la question de l'accompagnement des transitions. Parce qu'à n'en pas douter, la crise va entraîner de profondes mutations sur certains territoires, soit parce que je dirais la spécialisation industrielle des territoires sera durablement affectée, soit parce que la diffusion du télétravail va modifier les mobilités, etc. Et tout ça, ça va appeler de la part de la puissance publique au sens large, mais l'État comme les collectivités, des politiques d'accompagnement des transitions. Et je crois que ça devra être un axe important de nos politiques. Et je termine sur la question de la confiance, puisque ça faisait partie de la question que tu nous posais en introduction de cette table ronde. Là aussi, je vais rejoindre ce qui a déjà un petit peu été dit. Je crois que ce qui est indispensable pour restaurer le crédit dans nos institutions et dans la capacité du politique à faire changer les choses, il faut réussir à faire ce que nous disons. Il faut que nous ayons collectivement une attention très marquée sur l'exécution de nos politiques publiques. À chaque fois que cette qualité d'exécution nous fait défaut, à chaque fois que nous préférons ou en tout cas à chaque fois que nous nous réfugions dans le discours politique plutôt que d'assurer l'intendance, nous dégradons la confiance que nos concitoyens placent dans nos institutions, et ça, c'est un élément fondamental. Et enfin, il faut sortir, et ça, c'était la conclusion d'Olivier, et je vais me la réapproprier, il faut sortir du jeu des postures, que les Français comprennent ce qui se joue et se détournent des postures, et il faut préférer aux postures et au jeu d'opposition dans la vie politique, la logique de large rassemblement, comme ça a été le cas aux élections européennes, comme ça a été le cas parfois au sénatorial, et à chaque fois que nous avons fait la preuve que nous pouvions nous rassembler, nous avons aussi réussi à gagner. Donc je nous invite collectivement à ce rassemblement. Merci Jean-Noël pour ce mot à la fois dense et complet. Vous avez insisté, Olivier et toi, sur la nécessité aussi de réconcilier Auvergne-Rhône-Alpes avec les autres échelons, et vous avez parlé de l'État. On peut dire aussi de rendre cette région capable de travailler avec
l'ensemble des territoires départementaux qui ont des sensibilités politiques différentes et où malheureusement parfois le dialogue est un petit peu orienté et partisan. C'est une réalité aujourd'hui. Et puis aussi avec l'échelon européen, n'oublions pas que la région a une grande responsabilité dans la gestion des fonds structurels européens. Et pour vous citer une anecdote de la façon dont les choses se passent, je me rappelle d'avoir dû un jour accueillir la représentante de la Commission européenne au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans qu'aucun membre de l'exécutif ne vienne la saluer, sans qu'aucun membre de l'exécutif régional ne participe à son accueil, qui a dû attendre près d'une heure sur le parvis parce qu'on ne lui avait pas donné d'autorisation. C'est peut-être une anecdote, mais je parle de Madame Géguzot, qui reflète quand même aussi cette difficulté aujourd'hui que l'on peut avoir à construire une logique partenariale et sur lequel on devrait faire travailler. Pour reprendre quelque chose, certains aiment bien faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes la première région 2 et d'un peu tout. J'aurais envie de dire, et prenons sans doute comme projet et comme lieu de rassemblement le fait de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région des partenariats. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé ce matin, que ce soit sur l'axe économique, social et environnemental, cette nécessité de construire des partenariats, que ce soit bien entendu entre échelons politiques, mais bien entendu avec les acteurs civils, avec les acteurs de terrain, et non pas d'être dans une logique toute descendante. Et je reprends aussi votre axe qui est l'idée de faire un projet d'intérêt régional qui ne se laisse pas otage des postures partisanes et éventuellement nationales, mais bien qui se fédère autour d'un projet régional. Olivier, comme je sais que tu dois, Monsieur le Ministre, nous quitter assez rapidement, est-ce que tu voulais ajouter un mot parce que comme après je vais donner la parole à Cécile, je ne sais pas si tu pourras rester jusqu'à la fin de son intervention. Ah, ton micro est coupé par contre. Voilà, là normalement ça va beaucoup mieux. Je prends de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin de l'intervention de Cécile et j'espère qu'elle me pardonnera. On a du travail, on a alors l'occasion, elle et moi, de nous retrouver bientôt avec vous tous, puisque nous proposons qu'un petit groupe commence à réfléchir, à travailler avec Cécile, avec Patrick, avec Olivier Véran, moi-même, et tous ceux qui sont volontaires évidemment. Mais on a considéré qu'il était peut-être utile d'avoir un petit noyau dur de 4 qui puisse échanger très vite et parfois devoir prendre des arbitrages, des positionnements et animer le travail de tous nos amis et de tous ceux qui veulent s'engager. Donc, on a mis l'occasion de se retrouver. 2 mots simplement avant de vous quitter et de gagner la réunion que je dois rejoindre. D'abord, dire que je suis heureux de pouvoir travailler avec vous et de vous retrouver. Je l'ai dit, vous le savez, je n'ai pas attendu d'être dans la majorité d'Emmanuel Macron pour avoir un long compagnonnage avec le MoDem, y compris dans ma propre commune. Et ça a toujours été un vrai bonheur et une alliance gagnant-gagnant. Et puis la deuxième chose, c'est en écho à ce qu'a dit Jean-Noël, pour dire que je partage tout. Donc je pourrais rentrer dans un commentaire long de tout ce qu'il a dit, mais la réalité, c'est que je suis d'accord avec tout. Donc je pense que le plus simple est de le dire comme ça et de vous souhaiter de super travaux, de bons travaux cet après-midi, en vous disant à très bientôt et en vous souhaitant un bon week-end. Merci à toi, Olivier. Et encore une fois de ta présence malgré les contraintes. Cécile, en tout bien tout honneur, je te laisse la parole et réagir peut-être aux interventions tant d'Olivier que de Jean-Noël. Oui, d'abord je voulais saluer Olivier, Jean-Noël, Patrick qui doit être là, Bernard, toi bien sûr, François-Xavier, pour vous dire mon bonheur. Je me sens très très bien dans cette maison, donc je le dis. Je partage aussi complètement tout ce qui vient d'être dit par les uns et par les autres. Et je crois qu'on doit absolument se rassembler pour travailler sur ce projet d'intérêt régional et réconcilier en effet les territoires. Et surtout, nous, notre réflexion, nos valeurs, c'est pas diviser les gens, c'est pas cliver, c'est pas faire des voix en partageant les électeurs ou leur diversité. Je voudrais dire que cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est juste à peu près un territoire comme la Belgique, donc c'est énorme, c'est vaste. C'est juste la 2e région la plus riche de France. Donc ça aussi, il faut arriver à se le dire. Et quand on vient d'Auvergne, je peux vous dire qu'on le sait et qu'on le voit. Dire que je pense que les gens se posent la question encore et toujours, et bien évidemment durant cette crise sanitaire, de la santé
et que sur cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, on a les centres hospitaliers les plus innovants, les meilleurs, et à la fois des déserts médicaux qui peuvent être soit dans les territoires ruraux, soit même en périphérie de ville, et qu'on peut très bien, la région peut très bien, avec les universités, avec les conseils de l'ordre, avec les collectivités locales et bien évidemment avec l'État, faire mieux, à mon avis, qu'elle ne fait aujourd'hui, pour trouver des médecins, pour en salarier, pour faire plus de liens entre peut-être les centres hospitaliers et la médecine de ville ou de campagne. Moi, j'y crois très fort, il y a des réussites, il y a des plans d'État qui sont lancés pour ça, il faut qu'on les saisisse et qu'on soit meilleur dans le domaine. Je voudrais dire aussi qu'en termes de formation, puisque c'est la compétence de la région, eh bien, on n'est pas encore, on est loin du compte, puisque sur les territoires, il nous manque des salariés dans l'artisanat du bâtiment, dans les services à la personne, et c'est de pire en pire. La population aussi sur certains territoires vieillit, a besoin de personnes qualifiées qu'on n'arrive pas à trouver. Les artisans du bâtiment ont le plus grand mal à en trouver. Or, cette compétence régionale doit être exercée de manière, à mon avis, d'abord en faisant de la GPEC, en matière beaucoup plus efficace. Et bien évidemment, il y a des réussites comme les groupements d'employeurs sur certains territoires. Je citerai celui de la Haute-Loire, où en fait, tout le monde est autour de la table. Les entreprises, l'État et les collectivités locales et évidemment les organismes de formation. Et on réussit à former des jeunes et des moins jeunes et à faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans les métiers. Donc, il y a des possibilités de réussite, à condition qu'on s'en donne les moyens en partenariat. On parlait tout à l'heure de l'alimentation. Je parlais de sécurité alimentaire. On a bien vu que pendant le Covid, on a pu manger à notre faim. Et sur ce vaste, énorme territoire Auvergne-Rhône-Alpes, les terroirs sont tellement différents, tellement riches, les altitudes différentes, la géologie différente, les produits. On peut manger et boire ce qu'on veut, qui provient de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Et je crois qu'il y a des agricultures sur notre Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut les respecter, évidemment. Il faut qu'elles tendent de plus en plus vers le respect de l'environnement. C'est une demande sociétale. Je pense que c'est une demande tout court, qu'entendent de plus en plus de très nombreux Auvergnats, Rhône-Alpins et agriculteurs. Donc, je crois que cette idée d'aller vers la transition écologique, vers des produits de qualité, pas que des produits bio, des produits locaux, et en quantité suffisante, il faut quand même juste le dire aussi, ça doit faire partie de notre projet, en termes notamment de développement économique. Ce vaste territoire Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'il va un jour nous permettre d'arriver à une autonomie énergétique? On peut en rêver. Qui dit territoire, dit eau, dit espace, dit soleil, dit herbe, dit forêt, donc dit production d'énergie propre. Je crois aussi qu'il faut se donner la chance d'aller vers un véritable plan de production d'énergie propre et la région, avec l'aide de l'Europe, de l'État et de tous les financeurs, je pense, doit se donner ce challenge-là. Après, je ne parlerai pas du numérique et de la téléphonie mobile, on n'y est toujours pas. Hein, tout le monde met les finances, tout le monde apporte. Ça doit être comme l'eau au robinet dans les années 60. C'est juste indispensable, c'est juste une question d'égalité d'accès, d'égalité de traitement, d'égalité des citoyens. Donc là, il faut mettre le paquet pour accélérer le mouvement. Et puis, il y a quelque chose d'important. Je pense qu'on doit mener des contrats de réciprocité, c'est-à-dire qu'entre métropole et espaces ruraux, on doit être capable de, par exemple, créer des campus connectés dans les provinces, dans les espaces ruraux, où les ruraux pourraient avoir la chance d'avoir accès à une formation universitaire ou de grandes écoles de qualité. Inversement, les programmes alimentaires territoriaux doivent être passés entre les urbains et entre les ruraux. Je crois qu'il y a quelque chose d'important de ce côté-là et tout ça, ça fait partie aussi du plan de relance. Donc, cette question de réciprocité entre la ville et la campagne, c'est juste peut-être le supplément pas d'âme, mais le supplément qu'on peut apporter dans notre projet régional. Et puis, on a un peu évoqué la question de la solidarité financière. Ben oui, Jean-Noël le disait, il y a des territoires où des personnes qui vont avoir des difficultés, qui malheureusement risquent de tomber dans la précarité. Et bien, le fait que cette deuxième région soit la deuxième région la plus riche de France,
doit aussi nous permettre de mener des actions de solidarité envers les territoires, envers les personnes, les habitants qui en ont besoin, même si la compétence sociale est une compétence départementale et d'État. Je crois que dans un certain nombre de politiques publiques, on doit arriver à agir plus efficacement par rapport à ça. Et puis le transport, il y a la loi LOM qui vient d'être votée, la loi d'orientation des mobilités, dont la philosophie dit, en gros, si les intercos prennent la compétence, si elles ne le veulent pas, c'est la région qui l'assumera. Moi, je crois que sur des grandes intercommunalités XXL, il faut faire du fin, il faut faire du cousu humain. Il faut arriver vraiment à régler ce problème de mobilité du quotidien, quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit l'endroit où on travaille. C'est absolument indispensable. L'État met 300 millions, notamment sur les petites lignes ferroviaires en France. La région met aussi de l'argent, mais je crois qu'il faut faire confiance aux territoires qui peuvent eux-mêmes définir des schémas d'efficacité de mobilité du quotidien. Voilà. Et puis pour en finir, évidemment, c'est l'économie. L'économie, c'est quand même une des compétences majeures de la région. On a la chance d'avoir des industries innovantes, des chercheurs. On a aussi des emplois industriels en milieu rural. Vous me permettez d'en parler, mais c'est un peu mon dada. J'ai travaillé sur l'agenda rural l'année dernière. Il faut qu'on arrive à positionner, à relocaliser d'abord des emplois notamment industriels, partout sur le territoire, de façon à pouvoir vivre de manière un peu plus harmonieuse et peut-être vivre là où on travaille. Je crois que cet enjeu aussi, ou en tout cas à proximité, c'est un enjeu qu'on peut relever. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être certainement pouvons-nous proposer une gouvernance plus démocratique, plus respectueuse des pluralismes, qui n'ostracise pas certains ou certaines qui n'auraient pas la bonne étiquette, une gouvernance qui donne de la transparence vis-à-vis des citoyens, c'est-à-dire d'où viennent les fonds. Est-ce que ce sont des fonds régionaux, européens, d'État? Être honnête par rapport au financement des actions régionales. Et puis, évidemment, retisser ce lien de confiance qui a été malheureusement bien abîmé entre les élus et les citoyens, même si les élus, en tout cas de proximité, gardent une certaine confiance vis-à-vis des citoyens. Je crois que c'est important. Alors évidemment, je dirais la même chose, là où on a été bon, là où on a réussi à mettre en œuvre des actions efficaces et dans le respect de la dignité humaine, dans l'humanisme qui nous caractérise, nous tous, je pense, dans l'humanisme aussi par rapport aux générations qui viendront, eh bien, c'est quand on a été unis. Donc évidemment, je pense à Renew, bien sûr, pour les élections européennes, mais je crois que cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes mérite qu'on puisse proposer un projet d'intérêt régional constitué par des hommes et des femmes de bonne volonté, d'horizons divers, mais portés par une même envie de servir, en fait, les habitants de cette belle région, de les respecter et aussi d'être capable de débattre, y compris avec on va dire les opposants, si on peut les qualifier comme ça, pour faire en sorte que les décisions prises soient les meilleures possibles. Voilà, donc c'est ensemble qu'on réussira. Merci pour ce mot de conclusion, Cécile. Je vais passer la parole à Bernard Fialaire, dont tu parlais de la campagne européenne. Les radicaux, nous avons fait une belle campagne ensemble au moment justement des dernières européennes. Et je me rappelle, Bernard, qui avait accueilli Véronique et Dominique dans son territoire du Beaujolais. Tu as insisté sur beaucoup de points sans le savoir, sur lesquels nous étions effectivement allés ce matin. On voit bien que la convergence de fond, elle peut se créer sur le projet, tant sur l'approche que tu as eue sur la question des mobilités, la question très essentielle de l'accès au numérique. Et nous avions notamment insisté ce matin sur la problématique éducative et comment la fracture numérique, y compris dans le confinement, s'était retrouvée aussi un socle des inégalités territoriales en matière d'accès au savoir et à l'éducation.
Vous avez au sein d'ailleurs de La République En Marche quelqu'un comme Françoise Casalino à la région qui s'est beaucoup investi sur ce sujet. Tu as évoqué aussi quelque chose qui est très cher à ma chère présidente de groupe, Marie-Jeanne Béguet, qui nous suit, qui suit ce live, et à Dominique Desprats, qui est la question d'avoir des engagements de réciprocité entre urbains et ruraux, et cette conviction que finalement, cette interdépendance pouvait être source de richesse nouvelle et partagée, plutôt que d'antagonisme et d'opposition. Tu as aussi parlé de la nécessité d'avoir une gouvernance qui soit respectueuse de la démocratie, et c'est vrai qu'on est souvent intervenu en défense là-dessus, y compris pour permettre à des personnes de porter des textes dont nous ne partagions pas forcément le fond, mais qui faisaient partie de la nécessité du débat démocratique, que de défendre cette possibilité de les porter dans notre assemblée régionale. Et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, mais j'ai envie de te dire une chose, pour avoir vécu ce que c'était de vivre au sein de la majorité régionale. Il faut aussi une gouvernance qui sache s'appuyer sur ses propres élus, y compris de la majorité, c'est-à-dire sur l'apport de tous les territoires, et donc pas d'être dans un centralisme décisionnel qui ne tire pas profit de cette diversité, de ces 204 élus régionaux, qu'ils soient d'opposition ou de la majorité, encore une fois, parce que c'est y compris là où les choses pêchent aujourd'hui. Bernard, je connais ton attachement à la vie des territoires. Faudrait que tu allumes ton micro. Je sais que tu as du mal à nous entendre. Voilà, tu as allumé ton micro, mais nous t'entendions bien tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on ne t'entend pas très bien. Alors, voire pas du tout. Alors, on t'entend de façon très hachée, Bernard. Là, est-ce que tu entends bien? Parce que c'est là chez moi. Sinon, je peux revenir avec le téléphone. Alors, on va essayer quelque chose. Je vais te mettre en haut-parleur sur mon téléphone. J'espère que ça va marcher. Je laisserai Jean-Noël et Cécile me dire si ça marche. Alors, attends une seconde. Là, je l'entends bien. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui. Oui. Bon, bah écoute, je vais essayer d'intervenir comme ça. J'ai à la fois l'image, ce qui va très bien, mais en revanche, le son passait absolument pas. Donc moi, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir de me retrouver un peu dans cette configuration de la Renaissance qui nous avait permis, lorsqu'on est tous unis, de bien gagner ensemble. Je ne vais pas être redondant avec tout ce qui a été dit. Là, j'ai vraiment bien apprécié le plaidoyer pro-régional de Cécile, dont il n'y a rien à retirer. Je dis simplement que finalement, le fait d'avoir ces discussions aujourd'hui, on est toujours rattrapé aussi par l'actualité, avec ce drame et cette horreur-là de cet enseignant qui a été décapité. Dire que ce qui nous réunit, ce sont nos valeurs humanistes, progressistes, européennes. Alors, l'Europe nous a fait gagner ensemble. L'humanisme, on s'en est beaucoup gargarisé toutes ces années, et finalement, peut-être cette véritable crise du Covid pour s'apercevoir que la santé, c'est quand même un domaine essentiel, et qu'on ne peut pas faire une société si on ne fait pas de la santé la priorité. Si on n'est pas tous en vie ensemble et en bonne santé pour en parler, eh bien le reste est dérisoire. Et peut-être que ce drame près de cet enseignant nous fera prendre aussi la mesure du rôle que l'éducation doit avoir dans notre société. On doit vraiment refaire de l'éducation une priorité. Quand les richesses de notre pays, et même de notre région, on a des produits naturels très très bons, mais sa véritable richesse, c'est quand même ses ressources humaines, le travail de chacun de nos concitoyens, l'intelligence de nos concitoyens qui produit cette richesse. Eh bien, l'investissement majeur de notre société, ça doit être dans l'éducation. Et il me semble que ces dernières décennies, on l'a un petit peu oublié, en mettant l'économie, la finance, qui sont des moyens, en faisant presque des buts qui prenaient la place dans l'organisation de notre société.
Donc, je le regrette beaucoup et j'espère que les drames qu'on vit à la fois sur le plan sanitaire, économique et maintenant là sur le plan de la société avec cet assassinat d'un enseignant dont on sait quand même que le rôle des enseignants, c'est d'apporter à nos enfants la possibilité d'être libres, de se libérer à la fois de leurs propres pulsions, mais aussi se libérer de leurs conditions sociales, du déterminisme social qui est autour d'eux, mais aussi se libérer des fausses qu'on voudrait leur inculquer. Et je pense que ça nous mettra un petit peu cette priorité en perspective. Après, sur ce qu'a dit Cécile, moi je vais revenir quand même les grandes fonctions de la région, c'est le développement économique et l'aménagement du territoire. Alors certes, on a besoin de solidarité, mais je crois qu'il faut que les collectivités se recentrent un petit peu sur leurs vraies compétences pour redonner un peu de lisibilité à nos concitoyens et qu'ils ne s'y perdent pas et qu'ils ne s'éloignent pas du coup des votes et des élus. Il faut à ce moment-là passer des conventions avec les départements qui, eux, ont un rôle de solidarité à la fois envers les personnes, mais aussi envers les territoires, et que les régions continuent à être un petit peu à l'avant-garde de cet aménagement qui doit produire de la richesse et qui pourra ensuite être redistribué au plus près par les communes, par les intercommunalités, les départements. Mais ce grand axe intercommunalité, région, Europe, pour ce qui est du développement économique et de l'aménagement du territoire, doit vraiment être mis en valeur. Et moi, j'ai pas envie d'avoir constamment un président de région qui vient s'occuper sur le terrain de problèmes de proximité avec certains de nos concitoyens dans des domaines qui ne sont pas de sa compétence, parce que je pense qu'on ajoute plutôt de la confusion plutôt qu'un langage clair que l'on doit tenir à nos concitoyens, justement pour les réconcilier avec les échéances électorales qui sont devant nous. En tout cas, quand j'entends tout ce qu'on partage et tout ce qu'on est prêt à défendre ensemble, moi je reste quand même très optimiste sur ce qu'on peut apporter à notre territoire. On a prouvé en étant unis pour les européennes qu'on pouvait gagner. On était en tête dans la métropole, dans le département, alors qu'on a vu que lorsqu'on est désunis, ce qui s'est passé au sénatorial, où on a failli perdre le seul siège qui restait au centre, alors que lorsqu'on cumule nos voix, eh bien, on était à quelques voix pour aller chercher un deuxième siège dans le Rhône, et c'est assez désolant. Donc j'espère que cette dynamique qu'on doit recréer ensemble doit nous rendre optimistes et volontaires pour bâtir cette campagne européenne et cette campagne régionale. Merci Bernard. Je vais garder le téléphone. Oui. Je vais garder le téléphone à côté pour que tu puisses continuer à entendre. Je vais juste en baisser le son, mais tu viens de nous illustrer par la pratique ce que disait Cécile, la nécessité de bien développer l'accès au numérique à tous les territoires, y compris dans le fond du Beaujolais, et que c'était un enjeu de cohésion territoriale et politique entre nous. Non, mais tu as évoqué des choses, je crois, assez importantes sur la nécessité du rassemblement, sur la nécessité aussi de ne pas être dans de la communication d'apparat où où la collectivité doit pouvoir œuvrer sur ses cœurs de compétences. Tu as mentionné le développement économique et l'aménagement du territoire. Cécile mentionnait tout à l'heure les mobilités, puisque la région est opérateur de mobilité extra-urbain. On ne l'a pas mentionné, mais bien entendu les lycées, qui est une des grosses compétences de la région, et avec une nouvelle compétence sur laquelle je tiens beaucoup, qui est celle de l'orientation, qui vient en complément de la compétence qui a été citée plusieurs fois depuis le début de cette table, de la formation tout au long de la vie, parce que finalement, c'est l'orientation tout au long de la vie, et je me rappelle bien qu'elle soit jeune et au-delà, qui est en question, et qui sont dans le cœur de nos compétences, avec une évolution réelle, et ça a été souligné tout à l'heure par Olivier Dussopt, qui est une baisse très forte, et c'est là où il y a une dimension sociale qui est en cœur de compétences de région sur laquelle elle doit miser, et sur laquelle elle n'a
plus complètement assumer ses compétences, c'est la question de la formation des qualifiantes et certifiantes des personnels les personnes les plus éloignées de l'emploi. Où là, en collaboration avec l'État, comme ça a été dit tout à l'heure, nous devons avoir une vraie politique proactive et en partenariat avec les acteurs économiques. Et cette compétence économique que tu ciblais tout à l'heure, elle est justement un levier extrêmement puissant pour pouvoir travailler sur cette dimension-là. Parce que je ne crois pas, moi qui suis un modeste adjoint, entre autres choses, à l'emploi, à l'insertion d'une ville de 42 000 habitants, je ne vois pas comment je peux développer l'emploi sur mon territoire si je ne sais pas développer l'économie et si je ne fais pas ce travail-là en partenariat avec les acteurs de mon territoire. Et ça a été dit tout à l'heure notamment ce matin par Pierre Chambon et quelques autres. Il faut aussi que ces dynamiques économiques, nous ne croyons pas que tout vienne de la région, que tout vienne de façon descendante, mais bien, là encore, qu'elle soit construite dans un partenariat avec ceux qui font la vie réelle du tissu local. D'ailleurs, Jean-Noël, tu seras ravi de savoir qu'on a parlé de tes travaux du printemps ce matin sur la priorisation qu'il pouvait y avoir sur certains secteurs qui pouvaient embarquer des dynamiques d'emploi parce que certains secteurs ont un effet de ruissellement économique sur d'autres, d'embarquement de dynamique économique, et que c'est là où les acteurs publics, et notamment la région, doivent pouvoir savoir faire de la priorisation, de la stratégie. Et de la stratégie, ce n'est pas faire à la place, c'est dire comment nous, dans les choix d'accompagnement que l'on peut faire, puisqu'on ne peut pas tout faire, nous essayons de tracer des lignes sur ce qui va avoir le plus d'effet d'embarquement sur l'ensemble de l'écosystème économique et social de notre région. Mais je te remercie, Bernard. Je vois encore une fois qu'on est très raccord. Patrick, j'espère que tu vas pouvoir activer ton micro. Voilà, Patrick est avec nous. T'es content, hein? Ah, bah, je suis toujours content quand je t'entends, Patrick. Je vais essayer la vidéo. C'est pas simple parce que, voilà. Parce que tout à l'heure, j'avais le choix entre le son et l'image. Alors, j'espère que vous n'aurez pas le choix aussi entre l'audio et le visuel. Parce que je suis dans l'avant-pays savoyard, j'ai les mêmes difficultés que Bernard pour avoir un réseau convenable. Donc, bonjour à tous. J'ai pu suivre un peu la convention ce matin, moins cet après-midi. Quoique j'ai entendu le début de cette table ronde, parce que, évidemment, suite au drame horrible d'hier, il fallait à la fois porter la parole du groupe parlementaire dans les médias et surtout accompagner notre collègue Michel de Vaucouleurs, parce que c'est dans sa circonscription qu'a eu lieu ce drame, et c'était important de pouvoir être à ses côtés, surtout quand, en plus de cette horreur indigne, il y a un emballement médiatique qui déchiquette tout et qui peut abîmer sur le terrain en allant solliciter des gens qui ont simplement besoin d'être tranquilles et dans le deuil. Je souscris à tout ce qui a été dit. Je salue Cécile, pas seulement par galanterie, mais parce que j'ai bien aimé qu'elle dise qu'elle était bien avec nous. Parce qu'elle a toujours été avec nous et elle le sera encore dans tous les combats à venir. Je souscris évidemment à ce qu'a dit Jean-Noël, ça c'est normal, à Olivier également, et puis je veux faire un salut particulier à Bernard en le félicitant à nouveau pour son élection. Tout ça augure effectivement la bonne réponse à la question que posait François-Xavier sur cette table ronde, c'est-à-dire quel rassemblement on opère et pourquoi faire. Et d'ailleurs, le pourquoi expliquera comment on va pouvoir se rassembler. On va rassembler les familles de la majorité présidentielle. Mais en fait, on ne va pas rassembler les étiquettes de la majorité présidentielle. On va aller bien au-delà. Et je pense qu'une erreur fondamentale serait même de travailler une espèce d'identité d'étiquette qui n'aurait aucun sens et qui nous ferait même beaucoup ressembler à nos adversaires. Donc, au fond, si on se rassemble entre nous, c'est pour très vite laisser nos étiquettes de côté et se rassembler au-delà. Alors, tout ça, ça a un coût, hein, et je le dis dans cette famille politique à laquelle j'appartiens depuis le début, ça a un coût, c'est que si on s'ouvre, par définition, il faudra savoir être hospitalier et accueillant, mais il n'y a aucune raison qu'avec des femmes et des hommes qui sont en phase sur ce que nous voulons faire progresser ensemble, on ne puisse pas chacun trouver notre place dans une dynamique comme celle-là. Parce qu'au fond, on va être la seule famille
qui, pour les élections régionales, va parler des régionales. Les autres jouent la préparation de l'élection présidentielle. Le président de la région sortant pour faire redémarrer hypothétiquement l'hypothèse de sa candidature. La gauche, dont Najat Belkacem espère faire le rassemblement pour devenir une lieutenant d'Anne Hidalgo dans l'hypothèse non moins hypothétique qu'Anne Hidalgo puisse devenir la candidate unique de la gauche. Bon courage avec Mélenchon. Les écologistes, dont l'objectif principal est d'arriver devant le PS au premier tour, pour que ce ne soit pas Anne Hidalgo la candidate à l'élection présidentielle. Enfin, on voit bien qu'on est assez loin de Monistrol, chère Cécile, on est assez loin du pont de Beauvoisin où je me trouve en ce moment. Et donc, nous, on va essayer de s'intéresser à ce qui se passe sur le territoire, même si, comme vous le savez, je n'aime pas beaucoup ce mot, qui me paraît un peu générique. Alors, il dit bien les choses, mais moi, je connais plus souvent des campagnes, des montagnes, des villages tous différents entre eux, des villes, des métropoles. Et je pense qu'il faut savoir les qualifier dans leur identité respective, plutôt que les mettre dans une espèce de générique qui demain deviendra très vite, à mon avis, ce qu'on disait avant quand on parlait de la province ou qu'on disait en région. Voilà. Intéressons-nous au fait que cette région est une mosaïque de différences qui, additionnées entre elles, même quand il y a de grandes différences, donne une puissance politique, économique, démocratique, de solidarité sociale et territoriale qui est extrêmement forte. Donc, pourquoi on a besoin de se rassembler? Pourquoi on a besoin de reprendre cette région? C'est parce que tout simplement, faut qu'elle assume sa responsabilité principale. Sa responsabilité principale, c'est l'économie. La loi NOTRe, elle a emmerdé tout le monde. Elle a foutu des migraines à tous les élus locaux. Et je suis passé par là. On a passé des jours et des nuits et des soirées à essayer de mettre en place la réforme institutionnelle que Hollande avait impulsée. Et comme il n'était pas allé au bout, il était resté au milieu du chemin, on s'est beaucoup embêté avec le mécano institutionnel. Je le regrette beaucoup parce que je sais que dans le travail qui avait été fait par Olivier Dussopt ab initio, l'objectif était bien plus ambitieux. Il faut simplement qu'on le prenne en compte et qu'on prenne les choses par le bon côté, par le bon bout. La responsabilité principale, c'est au moins ce qui est bien ressorti de la loi NOTRe, de l'économie. Elle revient à la région, en s'appuyant sur les intercommunalités, mais c'est la région. Donc, au lieu de s'embarquer dans des conneries où on parle de tous les grands sujets de société nationaux, et notamment les plus polémiques, ceux qui peuvent diviser le plus, parce qu'ils veulent préparer l'élection présidentielle. Nous, on va s'occuper de la relance économique régionale. Il faut que nous soyons ceux qui portent le plan de relance sur le terrain. Et ce n'est pas une petite affaire, parce que si on ne veut pas qu'il y ait 1 million de pauvres et 1 million de chômeurs de plus, au début de l'année prochaine, la relance, elle commence maintenant. Et le rôle de la région à partir du mois de mars prochain sera absolument fondamental. Nous devons faire la RER, la relance économique régionale. Et comme chez nous, ce n'est pas le RER comme à Paris, ce sera la TER, la transformation économique régionale. Parce que non seulement on va mettre de l'argent, mais on va mettre de l'âme dans l'argent qui est investi dans le cadre de ce plan de relance. Pour qu'à chaque fois, on prenne des virages en matière de décarbonation de l'économie, en matière de relocalisation industrielle. Et j'entendais Bernard parler de la santé, Cécile en a parlé également. En matière de santé, on est une des plus grandes régions d'Europe. C'est ici que Mérieux a été fondé et prospère. C'est ici que Sanofi a ses plus grands labos. Et donc, en matière économique, il faut qu'on s'appuie sur les talents, mais qu'on sache préparer les bons virages de l'avenir. Parce qu'au fond, depuis 6 ans, objectivement, la région est plutôt bien gérée, mais elle est gérée à court terme. Elle est gérée pour qu'on satisfasse tout le monde avec un peu de clientélisme. Voilà, c'est un mot que vous n'avez pas prononcé, mais il était quasiment dans toutes les entrelignes. Au fond, on n'est pas là que pour faire la petite satisfaction à court terme des uns et des autres. On est sur cette capacité de rebond où on écrit ce qu'est l'histoire économique de cette région à horizon de 10 ou 15 ans.
Et à ce titre, là, on pourra réconcilier des territoires. Donc, on se rassemble autour d'un projet qui est centré sur l'économie. C'est l'économie qui va pouvoir ensuite nourrir nos autres politiques. Il faut qu'on accélère ces autres politiques. Xavier vient d'y faire référence en matière de lycée. Certains territoires, pour le coup, j'utilise le mot de territoire à titre générique, ont souffert de sous-investissement. J'ai vu beaucoup de lycées rénovés en Auvergne, j'en ai vu un peu moins à Rhône-Alpes. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit la fusion entre deux régions. En matière écologique, je trouve qu'on a très peu investi sur l'énergie décarbonée, alors qu'on avait l'occasion de le faire, notamment sur le biofuel, sur la biomasse, sur l'hydroélectricité, sur l'hydrogène, dont un des principaux promoteurs se trouve d'ailleurs dans ma circonscription. Et puis au fond, sur un sujet que je ne méconnais pas à l'échelle régionale, on a fait assez peu en matière de transport, parce qu'à ma connaissance, les trains continuent de ne pas arriver bien à l'heure, et que les petites lignes dont tu as parlé, Cécile, finalement, on en a beaucoup parlé, mais on n'a fait qu'en parler. Donc, sur la base de ces projets-là, je pense qu'on est capable de se retrouver et probablement d'aller à la victoire en mars. Merci Patrick. Beaucoup de choses encore une fois là aussi dans ton intervention et je ferai un peu la jonction de ce que disait Cécile tout à l'heure et ce que tu viens de dire en disant que finalement il faut que dès aujourd'hui nous soyons les leaders de la relance démocratique en région pour faire demain de notre région la leader de la relance économique. Et je ne peux que te rejoindre là-dessus. Tu nous enjoins aussi à être conscients de la responsabilité de notre région, deuxième région de France, une des plus grandes régions d'Europe, avec toutes ces forces de santé, là encore que Cécile évoquait tout à l'heure, qui dans ce domaine comme dans d'autres, nous donnent des responsabilités qui vont au-delà de la région. Et oui, je pense qu'Auvergne-Rhône-Alpes est une très grande région, pleine de potentiel et de valeurs, et qu'elle a une responsabilité, y compris dans la stratégie de relance européenne, et qu'elle doit tenir son rang en la matière. Enfin, tu as évoqué la nécessité, et Bernard aussi tout à l'heure, que nous nous rassemblions dans notre diversité d'étiquettes politiques, mais au-delà sur un vrai projet territorial, parce qu'en réalité, il s'agit aussi de faire travailler ensemble des territoires qui sont différents, qu'Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas un territoire à l'identité unique, et qu'il ne faut pas chercher à gommer les identités, qu'elles soient savoyardes, et ça tient à cœur, dauphinoise, lyonnaise, auvergnate, jurassienne, provençale, et tout cela. On disait tout à l'heure que le modèle Renaissance était très bien, le slogan, enfin, la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, c'est aussi la devise que nous devons porter dans cette campagne que pour notre territoire. C'est respecter cette diversité, en faire un atout et un outil de dynamique et de développement, et non pas une limite. Pour porter tout ça, j'avais envie de dire OK, banco pour le rassemblement. Pour le faire, les rassemblements, j'ai l'habitude de dire, ne se décrètent pas, ils se construisent. Et je vais citer une phrase de Saint-Exupéry que beaucoup me connaissent à aimer, d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est que la meilleure façon d'unir les gens, c'est encore de les faire travailler ensemble. Alors, je vous propose, comme le proposait Olivier Dussopt en début de son intervention, au début de cette table, que nous travaillions ensemble pour mieux créer cette unité. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaitait faire une intervention complémentaire, sachant que nous devons clôturer dans les minutes qui viennent cette table qui était vraiment passionnante, et je vous remercie tous et tous pour la qualité de vos interventions, de même que tous les intervenants qui depuis ce matin se sont succédés, d'élus locaux, d'associatifs, de parlementaires. C'était vraiment une journée extrêmement instructive et enrichissante, et je suis toujours impressionné de la qualité des interventions des uns et des autres. Jean-Noël, peut-être Non. Eh bien, écoutez... Oui, Bernard. On félicité pour ton esprit de synthèse, surtout. Bravo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Fix, d'avoir organisé cette journée d'échange et de débat, et d'avoir, avec ton esprit de synthèse, su si bien la conclure, si je puis dire.
Eh bien, merci à tous. Bonne fin de journée et à très, très bientôt.